on poursuit avec Victor Aubert. Bonjour. Bonjour Lisotte. Alors, vous avez quitté Paris depuis 2015, Victor, pour la campagne normande. Et puis aujourd'hui, vous allez nous parler d'une réalité surprenante. Oui, tout à fait, cher Lisotte. Je vais vous parler du trafic de drogue dans la France périphérique et même dans les campagnes. Encore le 1er octobre de cette année 2025, 4 hommes comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Dieppe pour trafic de drogue dans la campagne normande, le pays de Caux. La réalité, c'est l'extension du phénomène à tout le territoire. Selon les statistiques de Jérôme Fourquet, en 2020 déjà, la France comptait environ 5 millions de consommateurs de cannabis, dont 1,4 million d'usagers réguliers. On observe quasiment en toutes les villes de France, France périphérique y compris, des points de deal et désormais même dans les plus petites communes. La cocaïne s'est aussi démocratisée, près d'un Français sur 10 en a déjà consommé. Ce ne sont donc plus des niches, on parle d'un marché de masse aujourd'hui. Et alors concrètement, comment ce trafic se structure-t-il aujourd'hui? Alors d'abord par des réseaux qui sont territorialisés et très mobiles, hein. Un exemple très récent, cette semaine, hein, il y a un GoFast qui a été intercepté entre l'Espagne et Nantes avec 500 kilos de cannabis qui saisit donc dans la nuit. Ensuite, par des modes de distribution, on parle des fameux Uber Sheet, donc des commandes via des applications comme Snapchat avec livraison rapide, paiement en cash. À Lyon, la semaine dernière, il y a un client qui a jeté 5 000 € par la fenêtre pour régler sa livraison sous les yeux ébahis de la police. Il y a eu des démantèlements qui ont lieu à Reims, à Orange, avec des saisies de cannabis, de cash, de matériel de conditionnement. En fait, on commande aujourd'hui sa drogue comme on peut commander une pizza. C'est une vente vraiment industrielle et moderne. Et alors, vous alertez aussi sur la présence du trafic en prison et l'implantation de lieux de haute sécurité. Oui, parce que Gérald Darmanin avait pris comme mesure donc, de faire construire des prisons spéciales pour les narcotrafiquants. Il y en a déjà deux qui ont ouvertes, une dans le Pas-de-Calais et une autre à Condé-sur-Sarthe, donc juste à côté de chez moi, je m'en réjouis. Et puis quatre nouveaux sites qui sont annoncés également, Valence, Réau, Aix-en-Provence et un autre en Guyane. Et donc l'objectif en soi est plutôt pas forcément absurde, hein, c'est d'isoler les narcotrafiquants, sauf qu'en fait, malheureusement, en les isolant dans les campagnes, en fait, on reconstruit leur écosystème à proximité des prisons, puisque évidemment, comme vous le savez sans doute, en prison, on continue de consommer de la drogue, on continue d'en vendre, et donc l'écosystème du narcotrafic se reproduit dans les zones qui entourent les prisons. Ouais, et alors, qui dit trafic dit aussi blanchiment. Comment l'argent sale devient-il propre, Victor? Eh bien, tout simplement parce qu'on appelle la lessiveuse financière. Donc, en fait, on va essayer d'injecter des espèces qui sont issues du trafic de drogue dans des commerces qui permettent justement de récupérer ces espèces. Et puis, on va faire gonfler artificiellement le chiffre d'affaires. Donc, typiquement, hein, c'est tous ces commerces qu'on voit fleurir un petit peu partout dans nos villes. Ce sont des épiceries de nuit, ce sont des kebabs, ce sont des tacos, des barbershops, des bars à chicha, etc. Et donc, bah, le principe est simple, hein, vous déclarez 30 coupes dans la journée, en réalité, vous en avez fait 3. Et donc, petit à petit, bah, tous les travaux d'aménagement se font en liquide. Et puis, au bout d'un moment, on va revendre ce commerce qui paraît rentable, mais qui en réalité n'a fait que recevoir de l'argent, de la drogue blanchie. Et d'où l'intérêt de ne pas les alimenter d'ailleurs en évitant, de vous rendre dans ce genre de commerce, chers auditeurs. Est-ce que vous avez des exemples récents en ville moyenne ou grande, Victor, de Oui, tout tout ça? à fait. Il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis récemment. J'en ai lu un au moment de réaliser cette chronique, hein, à Montpellier. On a vu justement exploser ces épiceries de nuit. Il y en a eu une vingtaine en 2005 et il y en avait, pardon, une vingtaine en 2005 et à peu près 200 aujourd'hui. Le préfet a quand même agi puisqu'il a prononcé des fermetures administratives en série, hein, 72 en 2024 contre 59 en 2022. Et c'est ce que décrivent beaucoup de maires, de riverains, hein, tous ces va-et-vient nocturnes, des commerces qui sont absolument vides le jour, des zones où justement on a plein de personnes qui errent dans ces commerces qui ne reçoivent pas vraiment beaucoup de clients. Et donc dans beaucoup de centres-villes, hein, on a justement cette fragilisation, cette désertification où petit à petit, bah, tous les commerces d'avant ferment et ne tiennent plus justement que ces commerces qui sont multipliés, ces boutiques de téléphone, etc. Et alors quel est l'ordre de grandeur de ce marché? Et puis surtout, que fait l'État, Victor? Alors, les autorités estiment au moins 3,5 milliards d'euros de recettes annuelles pour les stupéfiants en France. Il y a environ 240 000 personnes qui vivraient directement ou indirectement de cette économie. Et du côté de l'État et de la répression, en 2024, il y a eu quand même des records de saisie, hein, 53,5 tonnes de cocaïne, c'est-à-dire plus 130% par rapport à 2023, donc ce qui montre bien que l'État a peut-être fait plus de saisies, mais que le trafic a sans doute lui aussi augmenté, hein, plus de 110 tonnes de stupéfiants au total.
Et surtout, il y a la dimension financière, hein. En septembre, une équipe franco-italienne, donc gendarmerie, Guardia Civile, a démantelé tout un réseau de blanchiment international qui est estimé à plus de 30 millions d'euros en un an, donc avec des collectes de cash qui partaient donc de Marseille, de Lyon et de Paris et qui les emmenaient vers Milan, puis ensuite vers le Kosovo et la Turquie. Il y a eu des lingots saisis, des millions en espèces, etc., etc. Et alors, qu'est-ce qui change juridiquement avec la nouvelle loi? Alors donc, depuis le 13 juin 2025, il y a une nouvelle loi en France, hein, qui a pour but de se faire sortir la France du narcotrafic. Donc, on voit bien que c'est quand même un problème qui est une vraie réalité, hein. Donc, il y a la création d'un parquet national anticriminalité qui sera opérationnel à partir de 2026 pour coordonner toutes les procédures complexes, c'est-à-dire qui vont à la fois toucher le blanchiment d'argent et le narcotrafic. Il y a également des préfets qui peuvent fermer temporairement des commerces suspects après avoir eu des informations par les maires. Donc, vous pouvez aussi informer votre maire dans votre ville si vous voyez des choses qui vous paraissent louches. Et puis également donc les autorités financières, donc avec Tracfin, qui peuvent donc maintenant doivent resserrer les contrôles, notamment sur tout ce qui est du domaine de luxe, de l'immobilier, dans le cas d'opérations douteuses. Et en parallèle, donc il y a 250 maires réunis par ville de France qui demandent l'usage davantage de prérogatives sur l'implantation des commerces dans leur ville. Alors, dernière question, Victor, que faire très concrètement au niveau local et familial? Alors bah, déjà, on pourrait effectivement demander aux maires, aux préfets de renforcer les effectifs de contrôle parce qu'on voit bien effectivement que fleurissent dans de nombreuses villes des zones de non-droit où les points de deal sont à ciel ouvert et personne ne fait rien. Donc il y a eu ces opérations place nette, mais en tout cas le travail n'est pas encore achevé, il y en a encore énormément. Et puis dès que certains sont délogés, bah, ils se réinstallent un peu plus loin. Il y a également donc le fait de surveiller les opérations financières liées au trafic de drogue, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même d'abord et avant tout une question aussi économique. Et puis enfin, il y a ce que nous, on peut faire à notre échelle locale, c'est-à-dire ne pas banaliser cette consommation de drogue, ne pas la tolérer dans notre entourage, de faire de ce sujet de la drogue une des priorités nationales, d'ouvrir les yeux autour de nous, dans notre entourage, dans notre quartier, et dénoncer ces circuits de blanchiment. Tout le discours qui consisterait à créer des salles de shoot pour encadrer la consommation de drogue n'aura en réalité que pour effet de la normaliser, de l'amplifier. Donc si vous voulez pas que votre pays ressemble encore plus à un narco-État qu'il est déjà, eh bien il est temps d'agir maintenant. Mmh. Merci Victor Robert pour cette analyse passionnante. Et effectivement, le narcotrafic, on imagine souvent que ça concerne les grosses villes. Et en réalité, on découvre que c'est bien souvent quelque chose de très implanté localement et dans le tissu provincial français. Donc merci pour ça. Je vous dis à la semaine prochaine.